La cyclothymie, donc, c'est un trouble de l'humeur qui fait qu'on va avoir des humeurs particulièrement hautes, donc on appelle des hypomanies, avec une mise en danger, et des humeurs particulièrement basses, donc ce sont des dépressions, qui vont alterner de façon très rapide. Donc on va se retrouver à avoir 3 jours où ça va très bien, et puis un jour où on est complètement à plat, et puis ensuite 2 jours où on est déprimé, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une instabilité permanente de l'humeur et de l'énergie. Vous pouvez avoir des envies de projet incroyables, et puis des envies suicidaires le lendemain. Oui, ça arrive, et même les deux en même temps, parce que c'est vraiment un trouble qui mélange les humeurs et qui fait qu'on ne peut jamais prévoir ce que sera la suite. Donc on est vraiment obligé de se raccrocher à sa volonté pour se dire que le projet que j'ai commencé hier, je vais le continuer aujourd'hui aussi, même si ça va pas, parce que je sais que même cette humeur basse ne va pas durer et que très vite je vais retrouver à nouveau des moyens de m'investir, de travailler et d'arriver au bout. Et c'est très handicapant dans la vie quotidienne ? Ça dépend beaucoup des gens. Y a des gens qui sont cyclothymiques, mais chez qui c'est seulement un tempérament, donc qui vont très bien le vivre, qui sont juste un petit peu, on va dire un petit peu fantasques, un petit peu extrêmes, mais qui n'ont pas de problème. Et à l'inverse, on va avoir des gens chez qui la cyclothymie est un trouble très très pesant, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à tisser des relations satisfaisantes avec les gens, donc ils sont seuls et qui sont fatigués tout le temps et qui ne se font pas confiance et en fait qui ne vivent pas à cause de la cyclothymie. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des impacts très très variés en fonction des gens. Vous avez réussi à avoir une vie professionnelle et une vie de couple ? Oui. Alors j'y travaille dur. C'est aussi le fruit de beaucoup d'efforts et de choix qui ne sont pas toujours faciles. Mais oui, c'est vrai que quand je regarde ce que j'ai, je me dis oui, j'ai une vie plutôt sympa. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de troubles. C'est juste que je les connais. Je les gère, je sais quand il faut me donner un peu de lest ou quand je peux m'investir un peu plus et j'essaie de jongler, d'accepter mon trouble de l'humeur sans pour autant l'écraser ou le nier en fait. Et vous êtes toujours accompagnée ? Oui, je suis toujours suivie par un psychiatre qui me permet d'avoir un soutien chimique en fait avec les médicaments pour accompagner mes efforts. Et ça me donne un peu d'air en fait, un soutien bienvenu. Dans cette bande dessinée, vous l'incarnez, la cyclothymie, par un renard. Oui, alors dans Goupil-ou-Face, j'avais besoin de matérialiser la cyclothymie parce que c'est vrai que quand on parle d'humeur qui varie, c'est très abstrait et je voulais que les gens la voient. Donc pour la voir, il fallait lui donner une forme et j'ai trouvé l'idée du renard comme pour exprimer l'aspect un peu changeant, un peu insaisissable. Le renard, c'est un animal qu'on trouve plutôt mignon, ce qui colle pas mal avec l'idée que la cyclothymie, ouais, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est quand même un animal sauvage, c'est un animal qu'on ne peut pas apprivoiser et il fait quand même partie de la famille des loups. Donc c'est moins mignon que ce qu'il y paraît et vivre avec un renard, ce serait carrément un enfer. Vous, il a fallu combien de temps pour diagnostiquer ce trouble ? Il a fallu 7 ans et 8 professionnels de santé différents, dont certains qui m'ont dit mais non, vous n'êtes pas dépressive, vous êtes trop jeune pour ça, ce qui est absolument honteux à mon sens. D'autres qui sont un peu passés à côté ou qui ont senti quelque chose mais qui n'ont pas su mettre le doigt dessus, jusqu'à finalement une bonne rencontre avec une psychologue qui, elle, était sensibilisée et donc qui a posé les bonnes questions pour permettre de poser le diagnostic. Vous leur en voulez à ces professionnels de santé pour tous ces tâtonnements ? Ça dépend lesquels. J'ai rencontré notamment le premier médecin généraliste que j'ai rencontré, qui m'a soigné pour une dépression et qui m'a soigné avec des antidépresseurs, ce qui n'était pas adapté pour la cyclothymie. Il ne pouvait pas le savoir en fait. Il n'avait absolument pas les éléments ni les qualifications professionnelles pour dépister la cyclothymie. Donc en fait, ça s'est fait comme ça et c'était une errance nécessaire. Après, d'arriver chez un médecin en lui disant « Bonjour, je suis dépressive, j'ai déjà fait une dépression et je voudrais qu'on me soigne » et de s'entendre répondre « Mais non, vous êtes jeune et jolie, ça va passer », ça oui, c'est absolument honteux parce que tous les organismes de santé disent que la dépression n'a pas d'âge, que ça peut arriver même chez les enfants, chez les personnes âgées et donc il n'y a absolument aucun rapport avec le physique non plus, on est d'accord ? Donc là oui, je trouve que c'est une réaction absolument pas professionnelle de la part d'un médecin que de voir arriver une personne en détresse qui demande de l'aide et de lui dire « Ben non, ça vaut pas la peine ». Et votre entourage, comment est-ce qu'il a réagi ? Alors j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me soutient énormément et qui me soutient peu importe le nom qu'on pose sur ce que je suis parce qu'il aime ce que je suis, je pense. Donc avec son soutien, c'était l'essentiel en fait pour moi.
Après, voilà, j'ai des amis qui sont là pour m'aider, j'ai des amis qui me remontent quand je suis un peu déprimée, j'ai des amis qui m'aident à remettre les pieds sur terre quand je suis un peu trop la tête haute. Donc voilà, j'ai un entourage qui me soutient au maximum et ça, c'est top. Donc des proches qui ont bien compris qui vous étiez et comment vous fonctionnez. Pour les autres, est-ce que vous sentez un regard pesant ou déstabilisant ? C'est plus, je dirais plus de l'incompréhension. Je sais que j'ai pas l'air d'être malade et en fait beaucoup de gens ne me considèrent pas comme malade, donc ils ont du mal à comprendre pourquoi je peux me mettre en retrait à certains moments, pourquoi certaines choses peuvent être plus difficiles ou pourquoi je mène de front une carrière d'auteur, une carrière de développeuse web, je fais aussi de l'illustration et c'est extraordinaire, c'est pas juste extraordinaire en fait, ça fait partie de la profusion qui va avec ma cyclothymie en tout cas. Donc c'est vrai que je sens que c'est pas toujours bien compris. Mais peut-être qu'avec Goupil ou Face, ça va être mieux cerné, je sais pas, on verra. Et vous vous êtes senti obligée, entre guillemets, à prendre la parole. Il fallait parler à la première personne pour réussir à vous faire comprendre. Je dirais pas que je me suis sentie obligée parce que c'était vraiment une démarche volontaire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai failli m'arrêter en me disant que j'ai pas besoin de faire ce livre parce que je m'en sors bien et c'est pas pour moi en fait. Mais c'est vrai que voilà, ça m'arrivait de discuter avec certaines personnes qui me disaient je vais mal, je me sens comme ci, comme ça. Je me disais il y a de fortes chances pour que ce soit de la cyclothymie. Et ces personnes me disaient mais non, moi je suis pas malade, je suis une personne normale, je vais bien. Et d'entendre ça, d'entendre opposer normalité et maladie, enfin c'est stupide. On dit pas soit j'ai un rhume, soit je suis normale. Non, on dit je suis normale et j'ai un rhume. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de faire bouger les choses parce que c'est pas que moi en fait. On est extrêmement nombreux. 6% de la population a un tempérament cyclothymique. Donc c'est vraiment une question qui va au-delà de juste moi et mon entourage et les personnes qui disent des bêtises, quoi. Il y avait vraiment quelque chose à faire et je me suis dit, voilà, je suis capable de le faire. Je sais dessiner, je sais faire de la bande dessinée. Donc je peux tenter de rajouter ma pierre à l'édifice avec tous les autres gens qui essaient de faire bouger les choses. Et vous échangez avec des personnes qui ont des troubles bipolaires ? Un peu, oui, j'en connais quelques-unes. Et puis, j'ai aussi des personnes qui découvrent Goupil ou Face et qui viennent échanger avec moi. Et ça, c'est chouette aussi. Ça fait de belles rencontres. On se rend compte que les sentiments sont partagés, en fait, que les vécus sont parfois similaires et qu'on se comprend. Ils se retrouvent, après, parfois en partie. J'ai des personnes qui sont uniquement dépressives et qui me disent « je me suis retrouvée dans les parties qui concernent la dépression ». Mais je sais bien que je ne suis pas cyclothymique, mais voilà, ça m'a parlé et c'était sympa de sentir qu'on n'est pas seul et que... Donc c'est vraiment une expérience assez intéressante à partager et humainement, ça fait de bonnes émotions, de belles émotions. C'est vrai que la cyclothymie, c'est une forme parmi tant d'autres des troubles bipolaires. Oui, les formes les plus connues, en fait, ce sont la bipolarité type 1, donc qu'on appelait avant la maniaco-dépression, et qui est extrêmement médiatisée parce qu'elle est beaucoup plus extrême dans ses symptômes, parce qu'on sait que telle personne célèbre souffrait de maniaco-dépression, etc. Après, la bipolarité type 2, qui est un peu plus légère dans les symptômes, est déjà un peu moins connue, mais ressemble encore beaucoup à la première. Et alors la cyclothymie, c'est un peu la petite sœur, on n'en parle pas trop, on ne sait pas si c'est un vrai trouble ou pas, alors qu'elle fait complètement partie du spectre de la bipolarité. Vous êtes presque devenue une experte des troubles bipolaires. C'est quelque chose qui s'est fait au fil de vos recherches pour comprendre quel était votre trouble à vous, ou est-ce que c'est lié à la bande dessinée ? Il y a un peu des deux. Derrière Goupil ou Face, en fait, il y a une année de recherche, de documentation, etc. D'abord parce que je voulais comprendre et qu'effectivement, une demi-heure de consultation avec un médecin, ça ne suffit pas toujours. Et j'ai pas eu la chance d'avoir accès à de la psychoéducation parce que ça existe, des groupes d'éducation qui permettent de comprendre le trouble. Donc en fait, j'ai fait moi ce chemin-là en me documentant. Et plus j'avançais et plus je cherchais à comprendre ce que les livres disaient, parce que c'est quand même des livres qui sont pas simples d'accès. C'est des gros pavés, il y a beaucoup de noms scientifiques, ça saute d'une notion à l'autre, on n'a pas forcément les clés pour comprendre. Je me suis dit, bon, c'est un peu ardu, je pense que je pourrais faire plus clair. Et c'est comme ça, en fait, que Goupil ou Face est arrivé. Je me suis dit, mais oui, ça, en fait, ça se recoupe comme ça. Et si c'était un renard, à ce moment-là, il ferait ça. Et voilà, c'est devenu Goupil ou Face. Vous vous sentez relativement sereine aujourd'hui par rapport à votre renard, ou est-ce qu'il vous continue de vous angoisser ? Alors, sereine, pas vraiment. Je l'ai accepté comme une partie de mon identité. Je le gère. Je sais que je vais mourir avec, en fait. Enfin, je vais vivre avec, mourir avec toute ma vie. Je peux pas guérir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je me sens très bien avec ça et j'ai même aucun problème à le revendiquer
publiquement, parce que je suis là en train d'en parler. Après, au quotidien, ça reste très difficile. J'ai toujours des phases dans un sens et dans l'autre qui posent problème au quotidien, mais je suis relativement bien armée pour les surmonter, donc je vis avec. Et si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui se découvrent cyclotimiques ou bipolaires et qui sont là en pleine recherche et un peu perdues? Déjà, si elles sont en pleine recherche, c'est qu'elles ont fait le pas le plus dur, c'est-à-dire de chercher ce qu'elles étaient et d'oser se poser des questions, et ça, c'est extraordinaire. Après, il faut tomber sur les bonnes personnes. Il faut réussir à trouver des professionnels de santé, qu'il s'agisse de psychologues ou de psychiatres, qui puissent accompagner cette démarche-là. Et c'est pas évident, puisqu'ils sont pas tous qualifiés, ils sont pas tous au courant. Donc surtout, il faut pas se décourager, aller vers les centres experts en troubles bipolaires, par exemple, ou aller vers les psychologues qui font des TCC, des thérapies cognitives et comportementales, qui sont généralement plus renseignés, donc plus à même d'accompagner. Et aller jusqu'au bout, voilà. Pas se décourager, pas s'arrêter au milieu. Ce qui peut être tentant justement quand on a ce type de trouble. Oui, mais même moi, à un moment, j'avais 4 ou 5 diagnostics différents qui tournaient autour de ma tête et je savais absolument pas lequel était le vrai. Et j'ai dit, bon, ça suffit, moi les psys, je veux plus en entendre parler parce que ça sert à rien en fait. Je suis encore plus perdue qu'au début. Et c'est vrai que c'est tentant de laisser tomber et de se dire, de toute façon, voilà, je suis foutue, je sais pas ce que j'ai, personne sait ce que j'ai, je laisse tomber. Et surtout, faut pas s'arrêter là. Parce qu'en continuant, vous avez pu trouver des points d'appui. C'est ça. En fait, je pense que pour bon nombre de troubles psychiatriques, et c'est notamment le cas pour les troubles bipolaires, quand on sait ce qu'on a, on va mieux déjà, parce qu'on peut anticiper les phases qui arrivent, parce qu'on peut prévenir l'entourage, dire je suis désolée, mais aujourd'hui ça va pas du tout. Je suis agressive, donc je vais sortir, je vais faire un tour toute seule. Comme ça, je vais pas t'agresser. Et voilà, et c'est plein de petites stratégies qu'on met en place, de choses qu'on apprend à reconnaître, qui font qu'on vit plus en harmonie malgré les troubles et qui sont extrêmement importants. Alors que si on ne se comprend pas, si on ne peut pas prévenir, on est juste complètement pris dans le flux des émotions, des humeurs, etc. Et tout le monde en souffre, soi et l'entourage. Et ça, c'est terrible.